Le 16 janvier 2026, YouTube a retiré ses données des classements Billboard. Officiellement, plus aucune vue YouTube ne compte dans les classements. Alors évidemment, ça crée un paradoxe. YouTube est la première plateforme de consommation musicale mondiale. Pour vous donner une idée, Spotify a 675 millions d'utilisateurs. YouTube en a 2,7 milliards. Pourtant, depuis plusieurs semaines, écouter de la musique sur YouTube ne compte plus officiellement. Je me suis alors posé une question. Aujourd'hui, qui a le droit de décider ce qu'est un succès musical ? Parce que le clash entre ces deux entreprises vaut des milliards de dollars. Pour comprendre ce qui se joue, il faut d'abord déconstruire une illusion fondamentale. On a tendance à penser que les classements musicaux mesurent le succès. En réalité, ils le produisent. Le Billboard Hot 100 existe depuis 1958. Il agrège les ventes de disques, les passages radio et depuis 2013 les données de streaming. Mais figurer dans le top 10, ce n'est pas juste une reconnaissance, c'est tout un tas de conséquences. Ça déclenche une couverture médiatique, des tournées, des négociations contractuelles. Les managers l'utilisent pour justifier des cachets, les labels l'utilisent pour décider quel artiste promouvoir, les sponsors l'utilisent pour choisir leur partenariat. Le classement ne reflète pas la réalité de l'industrie, mais il la configure en quelque sorte. Et ce mécanisme n'est pas nouveau. Dans les années 50 et 60, le Hot 100 reflétait essentiellement la radio blanche américaine. Des artistes noirs vendaient massivement dans leur communauté, mais leurs chiffres n'arrivaient pas dans les circuits de mesure de Billboard. Ils n'existaient pas officiellement. Ce n'était pas que Billboard ignorait délibérément ces artistes, c'est que les circuits de collecte de données épousaient exactement les contours de systèmes de distribution dominants, qui lui-même excluait ces artistes. Et ce principe n'a pas disparu, il s'est juste déplacé. En 2012, YouTube représente déjà des milliards de vues quotidiennes sur la musique. Un titre peut devenir un phénomène mondial sans jamais approcher le top 40 américain, simplement parce que les circuits de mesure ne capturent pas les données de cette consommation. C'est par exemple le cas de Gangnam Style de Psy en 2012, titre le plus regardé de l'histoire de YouTube à l'époque, même le premier à dépasser le milliard de vues, mais qui avait du mal à l'époque à se classer dans le top 10 du Hot 100. Faute de prise en compte des données de vidéo. Billboard comprend alors à ce moment-là que son système est en train de devenir un mensonge visible. Alors, le 2 mars 2013, Billboard intègre les données YouTube dans sa méthodologie. Le même jour, Harlem Shake entre directement à la première place du Hot 100, propulsé par 103 millions de vues la même semaine. Et le signal est immédiat. Le numéro 1 officiel de la musique américaine n'avait été streamé que 309 000 fois sur les plateformes audio comme Spotify. C'était essentiellement 30 secondes d'un mème viral regardé en boucle sur des téléphones. Les gens ne l'écoutaient pas, ils l'utilisaient juste comme fond sonore pour leurs vidéos. Alors question, est-ce que ce succès était réel ? Honnêtement, oui et non. Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a produit Harlem Shake ? Non ? Bah moi non plus. Mais ce succès était réel dans le sens où des millions de personnes interagissaient avec cette musique. Mais il disait quelque chose de très différent de ce qu'est l'écoute musicale. Et c'était une distinction que la méthodologie de Billboard venait précisément d'effacer. YouTube n'avait pas simplement demandé à être inclus dans les charts. La plateforme avait exercé une pression qui contenait une menace précise. Sans ces données, Billboard ne pouvait plus prétendre mesurer la consommation musicale réelle. Sans les données de YouTube en 2013, Billboard devenait un classement des ventes physiques et des passages radio, ce qui, à l'ère du streaming, équivalait à mesurer la consommation de journaux papier pour évaluer l'information. Alors Billboard a intégré YouTube, mais pas à parité. Il a maintenu des coefficients différenciés. Les streams audio payants comptaient plus que les streams audio gratuits. Et c'est précisément là que la fracture s'est formée et qu'elle a mûri pendant 12 ans avant d'exploser en janvier dernier. Voilà ce qui s'est passé concrètement. En décembre 2025, Billboard annonce une mise à jour de sa méthodologie. À partir de janvier 2026, il faudra 2500 streams gratuits ou 1000 streams payants pour constituer une vente d'album. Donc en gros, il fallait 2,5 vues YouTube pour représenter une seule écoute Spotify Premium. YouTube se retrouve alors désavantagé et estime que les classements ne sont pas représentatifs. Il voulait un ratio de 1 pour 1, mais Billboard a refusé. Alors le 17 décembre 2025, Lior Cohen, directeur musical global de YouTube, publie un communiqué. Après 10 ans de partenariat et des discussions extensives, il refuse de faire des changements significatifs. Par conséquent, après le 16 janvier 2026,
nos données ne seront plus transmises à Billboard. Sur le fond, YouTube dit que traiter différemment un stream payant et une vue gratuite revient à dire que certains fans comptent moins que d'autres. Spotify et Apple Music ciblent principalement les abonnés premium, donc les pays riches. YouTube est la première plateforme musicale en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, là où l'abonnement payant reste hors de portée de la grande majorité des gens. Exclure ou dévaluer les vues YouTube, c'est structurellement dévaluer la consommation musicale des marchés émergents et des publics sans revenus disponibles. C'est un argument réel, mais on va pas se mentir, il n'est pas désintéressé. Regardons les chiffres. En 2024, Spotify a généré 18,4 milliards de dollars de revenus et on a reversé 10 milliards à l'industrie musicale, soit 54%. YouTube a généré plus de 50 milliards de dollars de revenus totaux liés aux streams musicaux en 2024, mais n'a reversé que 8 milliards à l'industrie musicale, soit environ 16% de ses revenus. C'est le calcul qu'Irving Azoff, l'un des managers les plus puissants de l'industrie, a rendu public en octobre 2025, en qualifiant YouTube de bully et en affirmant que la plateforme paye les artistes 5 fois moins que ses concurrents. Sa conclusion était directe. YouTube voulait que ses streams comptent autant que ceux de Spotify dans les classements, tout en refusant de payer au niveau de Spotify et d'Apple Music. Un stream Spotify Premium représente en moyenne 0,004 dollars de revenus pour un artiste. Un stream YouTube représente 0,002 dollars dans le meilleur des cas. Traiter ces deux streams à parité dans un classement, c'est décorréler la mesure du succès de sa réalité économique. Mais du coup, il y a une conséquence qui est encore plus profonde, celle dont on parle quasiment le moins, c'est que quand une vue YouTube pèse dans les charts, tout ce qui génère des vues YouTube devient stratégiquement prioritaire. Et là où c'est triste, c'est ce qui génère des vues, ce n'est pas forcément ce qui correspond à une expérience musicale profonde. C'est ce qui capte l'attention rapidement, se partage facilement et peut se couper en 15 secondes de vidéo verticale. Le résultat a été documenté de façon précise. La durée moyenne d'un single pop est passée d'environ 3 minutes 30 au début des années 2000 à moins de 3 minutes 10 en 2018. Les intros se sont raccourcis, les drops arrivent plus tôt et le premier hook doit apparaître dans les 15 premières secondes. Parce que c'est la fenêtre dans laquelle un auditeur YouTube ou TikTok décide de rester ou de scroller. Là où c'est tricky, c'est que c'est pas YouTube qui impose ses choix directement. La plateforme ne dit pas aux artistes comment composer. Ce qu'elle crée, c'est un environnement de sélection. Les titres qui s'y adaptent sont amplifiés, ceux qui ne s'y adaptent pas sont pénalisés structurellement sans que personne ne prenne cette décision explicitement. C'est la différence entre une contrainte visible, par exemple un directeur artistique qui refuse un morceau trop long, et une contrainte invisible, par exemple un algorithme qui statistiquement recommande moins et dont l'effet sur des millions d'artistes et de sorties reconfigure les normes de production. Maintenant que YouTube s'est retiré des charts, la pression s'inverse partiellement. Les artistes dont l'audience est massivement YouTube, par exemple la K-pop, les artistes latino-américains, les marchés émergents, vont voir leur position Billboard chuter, ce qui va mécaniquement inciter les labels à concentrer leurs efforts promotionnels sur les plateformes audio payantes pour maximiser le positionnement dans les classements, ce qui va en retour avantager les genres et les profils d'artistes que ces plateformes surreprésentent déjà. Les deux camps, YouTube et Billboard, se présentent comme défenseurs d'une représentation plus juste de la musique. YouTube parle d'équité pour tous les fans et Billboard parle de mesurer l'activité de façon appropriée. Ces deux discours sont sincères en partie, intéressés en partie, mais aucun des deux n'est vraiment neutre. Ce qui s'est passé depuis 2013, c'est un transfert progressif de pouvoir. Le pouvoir de définir ce qui compte comme succès musical a migré d'institutions humaines qui étaient imparfaites, politiques et surtout visibles, vers des systèmes dont la logique est partiellement opaque. Quand une station de radio refusait de passer un artiste dans les années 80, on pouvait identifier le directeur artistique, l'interpeller et lui demander des comptes. Le scandale du payola, ces maisons de disques qui payaient les radios pour passer leurs artistes, a débouché sur des procès et des réformes législatives. Mais quand un algorithme décide de ne pas recommander un artiste en 2026, la chaîne de responsabilité n'a pas de visage. Le paradoxe de la rupture entre YouTube et Billboard, c'est qu'elle renvoie pour la première fois depuis des années une fracture visible dans ce système. Deux entreprises qui se disputent publiquement sur la valeur d'un stream. C'est un moment de transparence rare et il nous permet de voir les mécanismes à nu. YouTube paye moins, veut compter plus. Billboard pondère selon les revenus, ce qui avantage les abonnés payants. Et les artistes, eux, sont pris entre deux logiques de captation de valeur sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Alors ce clash entre Billboard et YouTube révèle quelque chose de triste selon moi. C'est que le succès d'un artiste, ses revenus, sa visibilité, son accès aux scènes et aux contrats,
Tout ça continue à être défini par des négociations commerciales entre des plateformes dont l'intérêt premier n'est pas la musique, mais la captation d'attention. Si les mécanismes de pouvoir et de stratégie dans la culture t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que c'est exactement ce que j'analyse sur cette chaîne. Laisse ton like et ton boost si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Salut!